Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis fidèles des réseaux de la diaspora, Diaspora Networks 24/7, 24 heures sur 7, bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre chaîne que vous suivez depuis un certain temps. Comme nous n'arrêtons pas de le dire à chaque émission, les réseaux de la diaspora, c'est votre chaîne. C'est une initiative qui est conçue par le peuple de la diaspora issu de l'Amérique du Nord. Alors, les réseaux de la diaspora vous offrent toute une gamme de programmes. Jusque-là, vous avez une grille de programmes à travers lequel nous vous informons de beaucoup de sujets de la société. Nous avons l'heure du Seigneur qui vous est présentée par votre fidèle serviteur, le pasteur Charles Kajimo Pompon Wakabea, qui est un journaliste avec 32 ans d'expérience journalistique. Il vous présente également les coulisses du pouvoir. Votre fidèle serviteur Aimé Kabouya, je suis avec, et si nous nous disions tout, nous décortiquons les différents sujets de la société, mais nous avons créé une nouvelle émission qui s'appelle l'entrepreneuriat du développement économique. Donc, l'entrepreneuriat du développement économique qui est d'ailleurs le sujet que nous allons décortiquer aujourd'hui avec un invité de marque, un grand homme de la diaspora francophone, de la diaspora africaine, de la diaspora précisément congolais. Réseau de la diaspora, comme vous le savez, c'est une chaîne par excellence. Nous vous suggérons souvent d'aller sur le site www.dn247.net, aller vers les interviews ou surtout vers les documentaires, car au travers des documentaires, nous avons listé toute une panoplie de documentaires qui peuvent vous permettre de connaître le monde de finances, la politique, les investigations sur la foi, ainsi de suite. Mais pour aujourd'hui, je vous demande avec moi d'accueillir notre invité d'aujourd'hui qui est d'autre que M. Mbaya Nzongele. M. Mbaya, bonjour. Bonjour, Monsieur Kabouya. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Depuis longtemps, nous faisons tourner nos micros au travers différentes communautés, différents milieux, où nous essayons justement de connaître quels sont les éléments bénéfiques aux auditeurs de notre chaîne. Et aujourd'hui, à travers cette émission qui est l'entrepreneuriat du développement économique, nous avons voulu discuter avec vous pour comprendre un phénomène qui se passe dans le marché des investissements. Mais avant d'aller dans les détails de nos questions, j'en ai quelques-unes, j'aimerais peut-être que vous puissiez vous introduire à nos auditeurs, leur dire qui vous êtes, et puis nous pouvons partir de là. Ok, merci de m'avoir accordé la parole, Monsieur Kabouya. Je me présente, je m'appelle Mbaya Nzongele, je suis un compatriote congolais. Je suis né dans la ville-province de Kinshasa. J'ai fait mes études primaires dans la province de l'Équateur, entre autres dans la ville de Kotakoli, et puis j'ai poursuivi les mêmes études primaires dans la ville de Yakoma, et mes études secondaires c'est dans la ville de Badolité, au collège présidentiel de Bado, et j'ai décroché un diplôme d'État, et ensuite je me suis enrôlé dans l'armée. Brièvement, j'ai suivi des instructions militaires, l'entraînement, tous ces genres de choses qu'une recrue suit. Et ensuite, j'ai décroché une bourse du département de la Défense nationale et j'ai étudié. Je suis arrivé à Bruxelles et j'ai fait trois années de médecine. J'ai décroché, je n'ai pas malheureusement terminé mes études de médecine. Et ensuite, je suis allé en Suède. De la Suède, je suis arrivé ici au Canada. Au Canada, j'ai fait presque tout. J'ai fait un peu de la technologie, c'est-à-dire la science informatique. J'ai fait les nouvelles. À l'époque, c'était 4.11, si je ne m'abuse pas. Et comme il n'y avait pas de marché dans ces domaines-là, tout le monde prenait le cours de Microsoft. Moi, je suis allé vers nouvelles. Il n'y a pratiquement plus de nouvelles sur le marché. Et puis finalement, je me suis intéressé à la finance. Et présentement, je travaille dans une institution financière et j'aimerais partager cette expérience, des connaissances que j'ai acquises en travaillant pour une institution financière avec vous. Merci. Donc, comme nous le disons toujours, les réseaux de la diaspora, votre chaîne qui est une chaîne exceptionnelle, nous faisons toujours le nécessaire pour non seulement vous promouvoir, vous amener des invités professionnels, des gens de métier, mais des gens qui peuvent apporter un plus dans différents domaines de connaissances
que vous avez ou que vous cherchez simplement à améliorer. Alors, M. Mbaya, merci d'avoir accepté notre invitation. Tu sais, depuis un certain temps, nous voyons que les peuples immigrants, les peuples de la diaspora, quand ils arrivent dans les pays occidentaux, ils ne semblent pas toujours maîtriser les règles pour créer les richesses. Pourtant, nous savons tous qu'aujourd'hui, les richesses se multiplient. Les banques ne donnent plus tellement de taux d'intérêt capables d'augmenter les investissements déposés dans les comptes, d'où le domaine auquel vous êtes intéressé principalement, qui est le domaine des finances, et plus particulièrement le marché de la bourse. Beaucoup de gens, quand je discute avec eux, je leur parle de finances, j'ai comme l'impression qu'ils sont confus. Ou alors, ils comprennent très mal la définition du mot finance, mais vous qui êtes maintenant dans ce secteur, dans ce domaine, comment définissez-vous en quelques mots le terme finance? Oui, merci de m'avoir accordé encore la parole. C'est une question très pertinente. Je vais essayer de répondre. Voyez-vous, ces domaines-là, finance, ça fait peur aux gens. Là, il faut reconnaître. Le professionnel de la finance, lorsque vous allumez la télé, il vous bombarde avec des jargons que vous ne comprenez pas. Tout à fait. C'est un domaine qui est effrayant. Mais si vous décortiquez, vous allez voir que c'est un domaine assez facile. Alors, c'est fait sciemment, intentionnellement, pour décourager les gens, pour que les gens soient ignorants dans ces domaines. Mais si vous côtoyez les financiers, les gens qui sont dans les domaines, vous allez commencer à comprendre que la finance, c'est simple. En fait, pour revenir à votre question, vous dites, essayez d'expliquer c'est quoi la finance. Ou de définir simplement. Voilà. Alors, c'est un domaine vaste, mais je m'intéresse souvent à un domaine bien spécifique, qui est le marché des capitaux. Comme vous l'avez entendu, le marché des capitaux, c'est-à-dire on vend des capitaux, c'est-à-dire on vend de l'argent. C'est comme si tu as 20 $, et tu voulais me vendre ces 20 $. Quelle est la meilleure façon de me vendre le 20 $? Alors, c'est de me prêter. Dans le langage courant, on dit je vous prête. Mais en retour, vous me remettez mes 20 $. Tout à fait. Avec des intérêts. Donc, le mot intérêt, c'est les coûts. Donc, si j'achète le 20 $ chez vous, les intérêts représentent le coût d'achat. C'est ça le mot intérêt même. Dans le coût d'achat pour la personne qui a mis à votre disposition ces capitaux. Donc vous me donnez 20 $, je vous remets les 20 $ avec plus quelque chose. Plus quelque chose, ce sont là les intérêts. Donc ainsi bien pour dire, le finance peut être aussi compris par nos auditeurs comme l'option de mettre son argent dans un capital quelconque au but de le récupérer avec un surplus. Merci. Donc vous l'avez dit, c'est ça que je voulais dire. En fait, une entreprise, lorsqu'il veut lever les capitaux, lever les fonds, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le marché des capitaux. Et c'est là où il lève les fonds pour financer les opérations quotidiennes. Parce qu'il faut payer les employés, il faut faire fonctionner le marché, il faut faire beaucoup de choses dans une entreprise. Où trouver cet argent-là? C'est sur le marché des capitaux. Mais il y a des règles précises pour lever le fonds. Donc il y a des règles précises pour lever les fonds, bien entendu. Mais quel est le moyen le plus efficace pour ordonner justement, coordonner ces capitaux? Est-ce que vous suggérez aux gens ici, à travers cette émission, d'investir au sein d'une entreprise spécifique, ou vous leur dites il existe un marché où vous pouvez investir, voici comment ça marche? Quel est le moyen le plus efficace d'organiser les investissements pour des personnes qui vous regardent, qui s'intéressent à ce marché? Encore merci une fois pour cette question. Alors, si vous vous intéressez à ce marché des capitaux et que vous voulez investir, alors la première chose à faire, c'est faire une étude, une analyse. Il y a plusieurs types d'analyses. Il y a l'analyse fondamentale, l'analyse technique. Il y a plusieurs sortes d'analyses. C'est pour mieux connaître l'entreprise parce que vous voulez placer, investir votre argent dans cette entreprise. Donc il faut bien connaître cette entreprise-là. C'est une tâche qui est périlleuse. Ça prend du temps, mais si vous êtes sérieux, vous pouvez toujours y arriver. Si vous voulez réellement connaître une personne, une entreprise,
vous prenez du temps, vous finirez toujours par connaître cette personne ou cette entreprise. Donc vous pouvez bien entendu investir au sein d'une entreprise tout en faisant ce qu'on appelle les due diligence pour les Anglais, qui consiste à simplement regarder éventuellement les rapports financiers, les expériences, les taux sur lesquels, les valeurs par lesquelles les actions investies ont été présentées au niveau de la bourse. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? Voilà, comme pour nos auditeurs francophones, comme tu dis, due diligence. Due diligence. Donc, je dirais même la diligence requise. La diligence requise, effectivement. Donc ici au Canada, nous franglons, ce n'est pas une... c'est pratiquement une habitude. C'est ça, diligence requise. Voilà. Alors, en faisant une diligence requise, cela recommande à ce que vous ayez à votre disposition toutes les informations possibles. C'est-à-dire vous vous êtes posé toutes les questions possibles, faire toutes les investigations possibles avant de vous embarquer. Donc oui, je recommande une diligence requise avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, ce capitaux, bien entendu, ce sont des capitaux représentant les entreprises, ce sont des capitaux que les entreprises ont décidé de mettre sur le marché boursier, mais comment les investisseurs, les gens qui s'intéressent justement à faire l'argent ou à fructifier leur argent, peuvent avoir accès ou accéder à ces capitaux d'entreprise qui sont négociés au niveau de la bourse? Justement. Donc, comme tu disais, tout le monde on n'a pas tous des millions de dollars, on n'a tous pas beaucoup d'argent. On a le peu qu'on a. Si j'ai mes 2000 dollars, je ne peux pas créer une entreprise avec mes 2000 dollars. C'est impossible. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le marché des capitaux pour acheter les actions des gens qui ont déjà des entreprises. Ces gens-là, sur ces marchés, ils sont là pour demander mon argent. Et comment ils demandent mon argent? C'est en émettant des actions. Une action, c'est juste un bout de papier, un contrat que je signe avec une entreprise pour devenir copropriétaire. Voilà, donc c'est un gros mot, copropriétaire. Donc je co-gère, je deviens copropriétaire avec toi, le propriétaire de l'entreprise, parce que j'ai une part. À un certain pourcentage. Voilà, à un certain pourcentage. Quand tu fais des profits, je dois aussi à ces profits-là. Et tu dois redistribuer les profits à nous, les investisseurs, sous forme dividende. Bien entendu, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le domaine de finances, comme le dit si bien mon invité, M. Mbaya Nzongele, le domaine des finances, il faut bien comprendre, le domaine des finances est un domaine vaste et les réseaux de la diaspora, qui est une initiative du Centre d'entrepreneuriat CERDIES, qui est un incubateur économique, nous offrons justement ces informations, des ateliers pouvant aider justement vous, nos auditeurs, à comprendre quelles sont les pratiques appropriées pour faire justement la diligence requise, comme le disait mon invité. Mais cela ne m'empêche de vous préciser quand même que quand on parle de finances, on parle bien entendu de finances publiques, c'est-à-dire de finances du gouvernement, comment le gouvernement investit, n'est-ce pas, différents fonds, différents capitaux, dans différents programmes pouvant rapporter un gain. Vous parlez également des fonds des finances des finances publiques, comme je dis, entreprises, mais vous avez également des finances de privés qui sont des finances individuelles. C'est là qu'on voit justement comment les individus peuvent organiser leurs finances, faire du budget, investir dans des fonds existants. Tout à l'heure, vous parlez de fonds mutuels, ainsi de suite. Mais, M. Mbaya, tout ça étant un domaine très régularisé, la plupart des peuples de la diaspora, lorsqu'ils viennent ici, ils ne connaissent à peine comment fonctionne un système bancaire. Beaucoup même découvrent qu'ils peuvent avoir une carte bancaire, pas tous, mais certaines cartes bancaires qu'ils peuvent introduire dans une machine électronique pour éventuellement avoir accès à leur argent sous forme de monnaie. Comment alors ces personnes qui s'intéressent à ce que vous êtes en train de dire, qui est un marché sûrement intéressant, régularisé, peuvent commencer doucement à s'intéresser et à investir dans le domaine de la bourse? Ok. Merci pour cette question encore. Le premier conseil que je pourrais prodiguer à ces gens-là, c'est d'aller voir un conseiller financier au niveau des succursales. Vous faites affaire... Vous disiez au niveau des banques. Vous faites affaire à telle ou telle banque. On ne va pas citer le nom de banque ici. Tout à fait. Mais si vous faites affaire à telle ou telle banque, vous pouvez aller au niveau
de la succursale de cette banque, il y a un conseiller financier, c'est gratuit, il vous prodiguera tous les conseils. Ok. Mais par contre, vous pouvez vous-même faire vos recherches. Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'Internet. Tout à fait. Il y a des bouquins, il y a des livres. Par exemple, le secteur de valeurs mobilières canadiennes, qu'on appelle en anglais CSI, Canadian Security Industry. Ce secteur, chaque année, publie un livre mis à jour. Ce n'est pas cher, vraiment ce n'est pas cher. Vous allez sur le site de CSI.ca, Canadian Security Industry.ca, les livres sont là. Il y a des cours qui sont là aussi. Ok. Vous pouvez vous procurer ces livres. Si vous pensez que vous pouvez les faire vous-même, ce n'est pas difficile, vous pouvez les faire. Ok. Si je le fais, tout le monde peut le faire aussi. Bien sûr. Je n'ai pas été à l'école de finance. Je me suis intéressé dans ce secteur et je suis devenu bon juste en faisant mes propres recherches. Ok. Donc, diligence requise. Justement. Ok. Donc si je le fais, tout le monde peut le faire. Mais pour les débutants, je conseillerais à ce que ces gens-là aillent d'abord voir un professionnel et, en l'occurrence, le conseiller financier au niveau de succursales parce que c'est gratuit. Monsieur Mbaya, je me mets dans la peau d'une Africaine ou une Brésilienne ou une personne qui vient du Moyen-Orient. Je suis pas éduqué, mais j'ai entre mes mains, je prends un exemple, 3 000 $. Je vis dans une ville, Toronto, qui est une ville qui est coûteuse. La vie coûte suffisamment cher au niveau de Toronto. Je vous suis, j'entends qu'il existe un marché boursier où je peux injecter mes 3 000 $ dans des capitaux de marché et ces capitaux peuvent me rapporter un surplus. Quel est justement, j'ai compris qu'il faut aller voir un succursale, au niveau du succursale, un conseiller financier, ainsi de suite. Mais combien de temps dois-je attendre pour que mes 3 000 $ puissent me revenir avec un capital, avec un intérêt? Est-ce que j'y ai toujours accès au moment où j'y ai investi ou je dois attendre un laps de temps avant de recevoir un surplus sur mon capital? C'est une bonne question, elle est pertinente. Mais le problème avec la bourse, c'est que il y a la volatilité. Ça monte, ça baisse à tout moment. Tout à fait. Voilà. Donc, vous pouvez placer votre capital aujourd'hui dans une entreprise pour s'attendre à un profit. Peut-être il faut une période, 2, 3, 4 ans, même jusqu'à 10 ans. Alors 10 ans, ce n'est plus intéressant. Tout comme vous pouvez placer votre capital aujourd'hui et un mois après, vous doublez la mise. Voyez-vous? Alors, maintenant, pour doubler la mise, comme on disait tout à l'heure, il faut faire une diligence requise. Donc faire des recherches à Voilà, ce n'est pas toutes les compagnies qui vous garantissent. Gérer, qui gère la compagnie. Justement, il faut connaître la compagnie en tant que telle. Voilà, connaître les CEO, CFO, tous ces gens-là. Donc il faut les connaître. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que c'est aussi important de connaître quels sont les actifs? C'est-à-dire, je prends un exemple. Je vais investir, je vais acheter des actions d'une compagnie comme Yahoo. Ils ont des actions qui coûtent suffisamment cher dans le marché boursier. Est-ce que ces actions que Yahoo vend, ces actions de capitaux que Yahoo vend sur le marché boursier, sont garanties par des actifs quelconques? Est-ce les actifs déterminent aussi quelque part l'intérêt à tenir en considération quand on veut s'orienter justement vers un capital précis? Justement, comme tu l'as dit, vous voulez acheter les actions de Yahoo, mais vous vous posez des questions. Tout à fait. Pourquoi je dois acheter les actions de Yahoo? Et non de Google. Parce qu'on va parler de Yahoo et je dois acheter les actions de Yahoo? Pas nécessairement. Donc, il faut une étude fondamentale. C'est quoi Yahoo? Qu'est-ce qu'ils font? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions-là, n'achetez pas les actions de Yahoo. Même si ces actions augmentent. Qu'est-ce qui fait que Yahoo fasse des profits? Qu'est-ce que fait Yahoo? Voilà, c'est un moteur de recherche. Tout à fait. Voilà, on sait tous qu'il y a un moteur de recherche. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que Yahoo aussi investit dans d'autres domaines? Tu vois? Et les domaines dans lesquels Yahoo a investi, est-ce que ça peut rapporter de l'argent? Donc, lorsque vous faites toutes ces études-là, vous vous dites, eh bien, Yahoo, c'est une bonne compagnie. Si j'achète les actions de Yahoo,
En d'autres termes, si je confie mon argent à Yahoo, donc c'est là acheter des actions, c'est-à-dire confie ton argent à une entreprise. Si je confie mon argent à Yahoo, est-ce que Yahoo va me rapporter des dividendes? Des dividendes, donc des intérêts. Voilà, des profits. Voilà donc, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je vous disais, le Centre d'entrepreneuriat, qui est un incubateur économique des entreprises, travaille bien entendu avec notre invité en matière de conseil en tant que tel. Alors, il y a autre question qui ne sera peut-être pas abordée à travers cette entrevue, c'est à savoir les finances personnelles, c'est-à-dire les finances individuelles, où nous parlons justement de budgétisation. Vous êtes une famille immigrante, vous travaillez, vous avez un revenu annuel, par exemple familial, qui se présente à une somme de 50 000 $. Mais si vous n'avez pas un budget, souvent, vous vous rendez compte que les 50 000 dollars, qui représentent une grosse somme d'argent, on peut les voir comme tels, mais lorsqu'il n'est pas budgétisé à des dépenses spécifiques, souvent vous vous retrouvez en train de vous poser des questions quant à comprendre comment les fonds ont été investis. Alors nous vous encourageons à avoir un budget pour une présentation brève. Nous reviendrons sur la budgétisation dans le détail. Prenez un exemple, vous avez un loyer, que vous payez un montant X par mois. Vous avez des dépenses liées avec le repas que vous dépensez à raison d'un montant par mois. Vous avez vos dépenses en termes d'utilités, électricité, gaz, eau, pour des personnes qui sont propriétaires des maisons et autres. Vous avez également des services que vous allouez, vous avez câble, vous avez le téléphone, vous avez l'Internet, qui sont aussi des besoins réguliers qu'on retrouve maintenant dans des familles. Les enfants vont à l'école, on utilise l'Internet, donc ça devient un bien de première nécessité. Vous avez bien sûr une voiture, vous devez payer une assurance, vous devez payer le carburant pour que la voiture soit, n'est-ce pas, sur la route, vous devez payer l'entretien de la voiture. Bref, nous vous encourageons à avoir un budget, et si vous avez des problématiques pour ne soit concevoir un budget, le Centre d'entrepreneuriat CRDS, qui travaille avec notre invité ici, M. Mbaya Nzongele, pourra vous offrir justement cette expertise. Toujours dans le Centre d'entrepreneuriat, nous travaillons aussi avec un homme très dynamique, un homme très capable. Je parle de mon ami Hilaire Kassa, qui est le directeur technique aussi du réseau de la diaspora. Ensemble, nous vous offrirons justement cette expertise. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Réseau de la diaspora 24 heures sur 7. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, c'est aussi la politique, la santé, l'économie, la jeunesse, le sport et toute l'actualité. Les réseaux de la diaspora 24 heures sur 7. Diaspora Networks 24/7. Suivez-nous au www.dn247.net. Réseau de la diaspora, la chaîne la mieux documentée de la diaspora. Diaspora Networks 24/7, la chaîne par excellence. Je retourne dans notre entrevue, on parle de marché des capitaux, qui est un marché assez diversifié en tant que tel. Maintenant, il existe, vous avez parlé de diligence requise, voilà, donc qui est un terme que je dois retenir, parce que moi je le connais plus en anglais, due diligence, donc diligence requise. Une fois la diligence requise est effectuée, maintenant, la personne connaît plus ou moins l'historique de la compagnie, comment la compagnie a performé dans les années à venir, ainsi de suite. Il n'a plus besoin d'un expert de fonds mutuels, parce que je présume, quand vous engagez un expert de fonds mutuels, vous devez aussi le payer. Oui, il fait le travail pour vous. Il fait le travail pour vous, donc il devait quelque part votre employé. Oui. Donc tous les gains que vos capitaux réalisent, quelque part, il a droit à un pourcentage. Et justement. Voilà. Alors pour les personnes qui ont appris à faire les diligences requises, comme vous avez dit, et qui sont capables, à cette fois-ci, d'aller d'eux-mêmes acheter ces actions, quelles sont les démarches que vous pouvez recommander à ces personnes pour qu'ils se retrouvent sans pour autant perdre leur argent? Justement. La première chose à faire, c'est de contacter une institution financière. Je serais obligé de dire le nom ici. Par exemple, pour la banque CIBC, Investors Edge. Pour la banque TD, c'est TD Waterhouse. Donc, ce sont des maisons de courtage. Ce sont des firmes de courtage. Eux s'occupent de faciliter
le contact entre vous, l'investisseur, et l'autre partie. Parce que dans un contrat, il y a toujours deux parties. Il y a l'acheteur et le vendeur. Tout à fait. Vous voyez. Vous, avec votre argent, vous voulez vendre votre argent à quelqu'un d'autre, à l'entrepreneur, que vous ne connaissez pas. Alors, maintenant, ces institutions financières jouent le rôle d'intermédiaire entre vous, l'investisseur, et l'entrepreneur qui a besoin de l'argent. De devenir vos courtiers au fait auprès des tiers. Voilà, justement. Donc, alors vous contactez une institution financière pour pouvoir ouvrir un compte. Il y a un compte spécial pour les bourses. Vous voyez? Et sur ce compte-là que vous allez retirer de l'argent pour acheter des actions. Et si vous faites des bénéfices, l'institution financière versera cette somme-là sur ce compte. Donc, ils peuvent ouvrir un compte, certes, mais comment ils peuvent avoir accès justement aux différentes options, c'est-à-dire aux différents stocks, etc. Comment ils pourront voir les stocks auxquels ils s'intéressent? Est-ce qu'en ouvrant un compte, l'institution financière met le tableau des compagnies existantes, met la liste de compagnies existantes? Non, ou bien, ils ne vous aident pas. Ils ne vous aident pas. Ils sont là juste comme des intermédiaires entre vous et vos partenaires. Ils s'en foutent pas mal si vous voulez acheter des actions de Yahoo, de Google ou de tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez acheter des actions Yahoo, ils vous aident, ils achètent des actions de Yahoo pour vous. Vous voulez vendre, ils vous aident à vendre. Mais à partir du moment où vous le faites tout seul, parce que là vous avez ouvert votre compte personnel au niveau de l'institution financière, est-ce que l'institution financière met à votre disposition une machine ou un moteur ou un cadran, un tableau qui liste les différentes actions disponibles au marché, leur prix, quitte à ce que vous puissiez désigner quelle est l'action que vous voulez acheter et partir de là? Ça, c'est une très bonne question. Ils vous mettent à votre disposition toutes les informations sans vous dire c'est quoi ces informations. Vous voulez tout savoir sur Yahoo? Revenons encore sur Yahoo. Voici les informations. Les informations sont là. Mais ça dépend qu'est-ce que vous voulez. Tout à fait. Vous pouvez avoir... Ce sont des données, voyez-vous, mais l'interprétation. Maintenant, quand vous avez une formation, vous savez interpréter ces données, et ces données-là constituent pour vous une information. Tout à fait. Parce qu'il y en a toujours. Vous ouvrez la télé, il y a des informations. Vous allez sur l'Internet, il y a des informations. Donc, si vous vous intéressez à un secteur bien précis, secteur minier, il y a plusieurs secteurs. Tout à fait. Voilà. Et le secteur auquel vous vous intéressez, à ce moment-là, vous faites davantage de recherches pour en savoir plus. Mais ils ne vous aideront pas, ils ne vous suggéreront pas d'acheter les actions d'une telle compagnie ou d'une autre. D'abord, c'est interdit. On ne va pas vous suggérer. Effectivement. Donc, ça fait partie des règles établies par les organes qui promouvoient ou qui représentent les institutions ou qui regroupent les institutions financières à tant que telles. Mais souvent, les gens disent aussi, vous pouvez vous approvisionner de l'or. Parce que l'or garde sa valeur, et puis à long terme, gold peut être revendu à un montant beaucoup plus élevé vu les niveaux de demande du marché. Est-ce là aussi une recommandation que vous faites? Est-ce qu'on peut acheter ces or aussi au niveau de la banque? Oui, c'est vrai. Ceux qui ont assez de moyens peuvent acheter de l'or pour, comme on dit, c'est une valeur refuge. Le papier, c'est une bonne question. Attends, je vais revenir encore sur cette question pour vous faire voir c'est quoi l'argent et c'est quoi l'or. Parce que avant que nous ayons aujourd'hui les papiers qu'on a avec le dessin de 5 $, 20 $, tout ça, tous ces papiers-là, ça représente l'or. Parce qu'au départ, il y avait l'or qu'on a mis dans un coffre-fort et le papier qu'on a en main, c'est comme un reçu. Tout à fait. Un reçu qui atteste qu'on a 5 kilos d'or équivalent. On a autant d'or équivalent à 5 $. Autant d'or équivalent à 20 $. Mais, vous savez, avec le jeu de la finance aujourd'hui, ces papiers ne représentent rien. C'est des papiers comme n'importe quel papier. Tout à fait. Donc, c'est encore un autre domaine. Il y a trop de fraude dans ce qui se passe là. Tu vois, la planche à billets, vous connaissez ces choses-là. Tout à fait. Donc, on imprime l'argent sans toutefois avoir l'or en contrepartie. Tout à fait. Voilà.
Donc, mais il y a des gens, lorsqu'ils paniquent, ils se disent cet argent risque de perdre sa valeur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent de l'or. Parce que l'or garde toujours sa valeur. Tout à fait. Je peux amener de l'or dans n'importe quel pays du monde. Je peux troquer ça avec de la nourriture. Mais si j'amène des billets de banque dans d'autres pays, ils peuvent refuser. Effectivement. Voyez-vous, c'est ça maintenant l'importance. Parfois, tout ça, c'est de la stratégie dans la finance. C'est encore un autre domaine, quoi. C'est encore un autre domaine et nous reviendrons d'ailleurs sur beaucoup de domaines touchant à la comptabilité, aux investissements, aux finances, au portefeuille, à la façon dont vous pouvez diversifier vos investissements, vos finances en tant que tels. Monsieur Mbaya, souvent dans nos entrevues, lorsque nous couvrons des sujets sensibles comme ces sujets, souvent nos auditeurs nous appellent au préalable pour connaître, tiens, écoutez, moi, j'aimerais bien travailler, mais le travail m'est difficile. Est-ce que je peux lancer éventuellement une entreprise? Donc, tout à l'heure, j'ai semblé comprendre de vos propos, il est plus difficile de gérer une entreprise que d'investir dans un fonds de capitaux. Est-ce votre recommandation aux personnes qui nous regardent, s'ils veulent ouvrir une entreprise, vous leur recommanderez, à défaut d'ouvrir une entreprise, d'investir dans le fonds de capitaux? Ou bien, quelles sont les marges, quelles sont les différentes propositions que vous pouvez suggérer aux auditeurs qui nous suivent? Oui, l'esprit d'entrepreneuriat, c'est un bon esprit. Ça vous rend indépendant. Mais souvent, faute de moyens, on ne peut pas devenir indépendant. Donc, on est obligé de s'associer aux autres. Tout à fait. C'est-à-dire, on est obligé de confier notre argent à ceux qui des entreprises existantes. Ou des investisseurs. Voilà, aux investisseurs. Donc, mais il y en a qui prennent des risques. Il y en a qui ont un petit capital, mais ils ont des idées, des grosses idées, mais avec des petits capitaux. Et ils font la différence. Okay. Mais pour les communs des mortels, mon conseil serait soit de confier son argent à un fonds mutuel et d'apprendre aussi. Pendant que le fonds mutuel gère votre argent, vous devriez aussi apprendre et poser des questions parce que ce sont des gens qui sont ouverts et si le fonds ne marche pas, vous avez le droit de poser des questions. Pourquoi le fonds ne font pas de bénéfices? Pourquoi ceci ou pourquoi cela? Ils sont toujours disposés à vous donner des réponses. Et ensuite, si vous investissez votre argent dans un fonds mutuel, vous devriez savoir de quoi est constitué le portefeuille. Parce qu'un fonds mutuel, c'est quoi? C'est l'ensemble, ce sont plusieurs actions qu'on gère ensemble. Et des gens viennent maintenant investir dans ce fonds-là. Dans ce fonds, effectivement. Voilà. Donc, vous avez le droit de savoir de quoi est constitué ce portefeuille. C'est-à-dire les actions de quelle compagnie constituent ces portefeuilles. Bien entendu, donc les amis, vous pouvez voir, le domaine des finances a justement cette potentialité de réaliser énormément de recettes sur les fonds investis, mais je ne pourrais pas conclure cette émission sans poser la question au sujet des facteurs risques. Quels sont les risques potentiels que courent les personnes qui décident d'injecter leur argent dans le marché des capitaux? En tout cas, merci d'avoir posé cette question, M. Kabouya. Il y a des risques sérieux dans ce domaine. C'est pourquoi je demande à ce que, avant d'investir quoi que ce soit, de s'informer. C'est alléchant. Il y a ce qu'on appelle l'avarice. On veut avoir de l'argent. Et très vite. Très vite et tout de suite. Alors, on peut se faire casser la figure. Okay. Vous pouvez tout, voilà, vous pouvez tout perdre. Tout. Et ça existe. Okay. Alors, il faut s'informer. Il y a un risque sérieux. Je ne recommande pas ce domaine à des novices. Informez-vous, posez des questions avant d'investir. Il y a des risques. Est-ce que vous, individuellement, vous offrez ce genre de conseils aux personnes qui s'intéressent à ce marché ou vous informez le public pour qu'ils sachent qu'il existe de voies et moyens de faire de l'argent dans le marché des capitaux, mais il y a des risques éventuellement qui accompagnent ces investissements en tant que tel. Est-ce que vous, en tant qu'individu, en tant qu'institution, vous offrez des conseils appropriés aux personnes? Oui, si vous demandez, par exemple, à n'importe quel professionnel, quels sont les risques liés à telle ou telle action, ils vous le diront.
Parce qu'ils vous diront, voici les risques. Et si on prend ces risques, voici les gains. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Effectivement. Donc, si vous risquez, et si tout se passe très bien, voici les gains. Tout à fait. Et tout se passe très mal, voici les pertes. Donc, vous devriez vous préparer mentalement à gagner ou à perdre. Ok. Donc, mais si vous ne voulez pas de risques, il y a des produits financiers sans risque, comme le bon de trésor du gouvernement canadien. Ça n'a pas de risque. Parce qu'ils ont des taux d'intérêt acceptables. Justement. Mais comme il n'y a pas de risque, les taux sont moins faibles. Voilà. Okay. Donc c'est faible. Parce que l'argent est garanti. Si vous investissez, vous achetez le bon de trésor du gouvernement canadien, toi et moi, après 200 ans, même si on n'est pas là, le gouvernement du Canada existera toujours comme une nation. Donc ce sont des placements sûrs. D'où ça ne rapporte pas beaucoup, voyez-vous. Mais si j'investis dans ta compagnie, peut-être que tu vas déclarer faillite demain ou après-demain. Donc je cours des risques. Tout à fait. Ou ils peuvent aussi augmenter les capitaux, réaliser des gains possibles qui pourraient être bénéfiques. Justement, c'est pourquoi quand tu investis dans une entreprise, ça rapporte parce qu'il y a des risques. Tout à fait. Mais tu achètes un bon du trésor du gouvernement, oui, c'est une façon de placer aussi l'argent. Au lieu de mettre son argent dans un matelas, allez au moins acheter le bon du trésor canadien, vous aurez un peu d'argent. Vous allez faire un peu d'argent, mais pas beaucoup, mais un peu, mais sans risque. Chers amis, vous venez de suivre là un homme qui s'intéresse principalement au monde de finances et dans le marché des capitaux. Mbaya David, nous le connaissons personnellement pour sa capacité justement à chercher, à puiser pour trouver l'information pertinente et nécessaire. Et nous croyons aussi et nous espérons que les informations qu'il vient de vous prodiguer seront bénéfiques dans vos choix d'investissement. Monsieur Mbaya, si je devais conclure cette émission ou si je devais vous laisser l'opportunité de conclure cette émission, que direz-vous à nos auditeurs que nous n'avons pas abordé durant notre entrevue? Alors, je pense que ce qui m'a poussé à venir sur votre plateau et à prodiguer ces conseils, c'est que j'ai dit, il n'y a aucune excuse pour être pauvre dans ce monde. Monsieur Kabuya, au moment où nous parlons présentement, si vous regardez le volume d'affaires, d'échanges entre le Canada et les États-Unis, c'est de l'ordre de milliards de dollars. Donc, c'est comme capter une émission à la radio. Il faut avoir une bonne fréquence. Donc, il faut chercher les fréquences. Et si vous tombez sur la bonne fréquence, eh bien, vous ne serez plus pauvre dans ce monde. Donc, je dis, il y a beaucoup d'argent. Si seulement le Canada et les États-Unis, le volume d'échange, c'est de l'ordre des milliards. Maintenant, au niveau planétaire, c'est de l'ordre des trillions. Mais alors qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui n'ont rien dans la poche. Mais il y a des gens qui s'amusent avec l'argent, M. Kabuya. Des trillions. Parfois, ils ne savent quoi faire. Mais ils ont accès par la voie d'investissement. Voilà, justement. Et le monde est comme ça. Donc, ayez, c'est-à-dire, toujours des recherches, grandissez dans la connaissance et votre vie ne sera pas toujours la même. Donc c'est le conseil que je vais prodiguer à mes compatriotes, c'est-à-dire informez-vous, lisez beaucoup, posez des questions, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc les réseaux de la diaspora a initié justement cette émission que nous appelons l'entrepreneuriat du développement économique. Vous êtes là, vous avez une idée, vous aimeriez vous investir dans un domaine précis. Vous avez un capital de départ, vous avez un fonds auquel on peut ajouter un prêt banquier pour lancer une initiative. Eh bien, nous donnons des conseils appropriés pour vous permettre justement de connaître comment faire une étude de faisabilité, comment faire une étude de marché, connaître où sont les clients potentiels,
quels sont les compétiteurs potentiels, ainsi de suite. Donc, nous vous conseillons, nous vous encourageons à contacter les centres d'entrepreneuriat CERDIES au 647-686-7046. Nous ne pouvons pas conclure cette émission sans pour autant remercier nos auditeurs et surtout ces héros de l'ombre qui nous assistent d'ici et d'ailleurs. Je vois la comtesse toujours à partir de Montréal qui ne se lâche jamais, n'est-ce pas, Bijou, de faire la promotion de nos émissions. Je remercie surtout Hilaire Kassa, notre directeur technique, toujours à point, il est là et c'est lui qui nous offre, n'est-ce pas, ces décors somptueux que je considère. Et en tant que tel, donc restez fidèles au réseau de la diaspora au www.dn247.net. Allez sur la partie documentaire ou information ou simplement interview. Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Pour la circonstance, c'était monsieur Mbaya Nzongele, un Congolais de la diaspora congolaise vivant ici à Toronto, avec qui nous reviendrons encore dans d'autres émissions ultérieurement pour discuter toujours des finances, éventuellement des finances personnelles, des finances des entreprises et pourquoi pas des finances des publics. De temps en temps, on pourra l'avoir aussi pour discuter de la politique parce qu'il mérite et il maîtrise bien entendu le domaine. Réseau de la diaspora à partir de Toronto, merci d'avoir suivi. À très bientôt. Merci, M. Mbaye. Merci, M. Kabuya.